Bonjour à tous et à toutes, bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous bien, je l'espère, moi ça va. Alors voilà, nous allons faire cette vidéo aujourd'hui. Alors pour moi c'est dimanche, pour vous ce sera lundi. Ah, c'est l'avant-fête des veilles de Noël, du jour de Noël. Alors en fait en celte on dit Noël. Ça n'a rien à voir avec le Noël chrétien que vous connaissez tous et toutes. C'est un Noël plutôt, disons, bon enfant, mais d'une ancienne tradition, de la tradition des Gaulois, donc des Celtes, et puis des Vikings, les Vikings et les Celtes, c'est les mêmes, hein, pratiquement. Bon, enfin, les Celtes ont rejoint un groupe qui s'appelle les Vikings, mais qui était... Les Vikings, en fait, c'était des groupes de résistants à l'avancement de l'Empire romain, comme je vous l'ai expliqué, hein, qui, en fait... résister quoi, à l'envahissement des Romains, voilà, mais qui venaient de plusieurs contrées, de plusieurs régions, pas que de Gaule, hein, c'est pour ça qu'on les appelle les Vikings, je pense, à voir avec le collègue de Normandie, Pagan TV, bon, lui il en sait mieux que moi là-dessus. Les Celtes, c'est plus gaulois, c'est plus de notre région, avec peut-être un peu l'Irlande, enfin pas l'Irlande, mais oui peut-être l'Irlande, enfin une partie proche des Anglo-Saxons d'aujourd'hui. Alors, chers amis, je vais pas vous dire ce que je vais faire. Alors, regardez. Moi, je vais pas vous montrer. Hein. Si, je vous montre. Bon, allez, à la vôtre. Alors, j'espère que vous allez bien. Partagez, abonnez-vous, mettez un like, un pouce, et puis activez la clochette. Bon, vous connaissez la chanson. Je vais pas la répéter à chaque vidéo, mais enfin, c'est quand même bon. YouTube aime bien ça. D'ailleurs, quand début de vidéo, on le rappelle. Ceci dit, faites attention parce que il y a des vidéos qui vont être ralenties sur le plan de la parution sur ma chaîne. Alors ne vous étonnez pas si certaines vidéos, malgré que vous appliquez que vous activez la clochette, des fois elles apparaissent pas parce que YouTube se permet de ralentir, on va dire la propagation de la vidéo, comme ça. Parce que vous savez, parler de la monarchie, c'est pas bien. Maintenant, nous sommes en République. Oh, la Cour de cassation, cher YouTube, ont cassé 2 jugements, en première instance et en appel, qu'on pouvait dire que l'Hexagone est une monarchie, même s'il y a une république, bon, depuis un peu presque 3 siècles maintenant, on va le dire, hein, on n'est pas loin, enfin, c'est un petit peu loin quand même encore. Premier siècle, c'est 1889, deuxième 1989, donc ça faisait 2 siècles aussi. Ce sera 2089, on a le temps encore. Hein. On n'a pas 3 siècles de république. Enfin, nous sommes encore mais là, nous sommes presque à l'agonie. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'il y aura 3 siècles? Je ne suis pas sûr. Bon, je ne le verrai pas. Hein. Je pense que je serai parti dans une autre vie. Mais, chers amis, ne vous en faites pas. La vie continue. La vie après la mort. Puisque la mort c'est la vie c'est la mort, quoi. Hein. Pendant qu'un il meurt, un enfant naît. Pendant qu'un enfant naît, bah, quelqu'un meurt. C'est comme ça. Des plantes à côté, vous voyez, un bouquet de fleurs. Il y a une fleur qui fane, mais il y en a une autre dont le bourgeon commence un peu à éclore, vous voyez. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, nous poursuivons donc l'historiographie sur Clovis. C'est Clovis, deuxième partie. Parce que, alors on va parler de l'aspect général du règne. Alors, relation avec l'Église, oh là là, ça, la générosité étant la première vertu du roi germanique. Oui, bon, ça c'est de l'histoire racontée. On va voir quelles sont les sources. Hein. Alors, les sources, vous les connaissez. Je pense que c'est déjà Dom Bouquet. Vous voyez, Dom Bouquet, qui était-il? Regardez. Moine. Ça ne s'invente pas, hein. Non mais, chers amis, il y a que le clergé qui fait l'histoire, quoi, de notre royaume, et on va dire des royaumes occidentaux, européens et extra-européens, c'est-à-dire à l'extérieur de l'Europe. Hein. Tous les royaumes sont faits presque par des religieux, enfin, bon, à quelques
à quelques exceptions près peut-être. Non, allez, on passe le mensonge là, parce que là, je ne pense pas que Clovis était bien avec l'Église, mais seulement peut-être qu'il s'en accommodait tout en défendant la religion de ses ancêtres, de ses pères que sont le dinisme. Moi, j'en suis convaincu que Clovis défendait en fait les courants de pensée. Vous voyez, ce que Bachar el-Assad comment dire, comment il s'appelle, Saddam Hussein faisait, nous, on l'a fait déjà dans des siècles très reculés, vous voyez. Comprenez ce que je veux dire? La bonne entente entre les courants de pensée religieux. Bon, là, il y en a une troisième, c'est l'islam. Mais à l'époque, il y avait quoi? Le judaïsme et le christianisme. Et d'autres courants de pensée, ben, la religion primordiale des Gaulois, des Celtes, qui n'était pas chrétienne. Faut arrêter. Faut arrêter de. Faut toujours On entend toujours, d'après ces moines, ces évêques, la Gaule, gallo-romaine. Non, non, chers amis. La Gaule était gauloise avant l'invasion par César de la Gaule. Ça, c'est les écrits de César qui plus tard ont été repris par le clergé. Le clergé, c'est-à-dire, bon, vous comprenez ce que c'est que le clergé, hein. Chez les chrétiens, bon, c'est les évêques, les moines, bénédictins, etc., etc., etc. Bon, pour faire plaisir à qui? Au Vatican, bien sûr. Il fallait une histoire propre, une histoire sans ces sauvages que sont les Celtes, les Gaulois, c'est quoi ça? Non, les Gaulois gallo-romains, parce que les Romains étaient civilisés. Et oui, puisque le Vatican se trouve où? Chers amis, à Rome. D'abord, c'était en Mésopotamie, je crois. Puis tout de suite après, Pierre, le premier fondateur du clergé, enfin de l'Église, on va dire, s'est trouvé à Rome, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on parle toujours de l'histoire gallo-romaine. On ne parle pas de l'histoire des Gaulois. Ah non, gallo-romain. Romain, toujours romain. Parce que après César, bah, après Néron, ça a été la chute. Bon, peut-être plus d'un siècle ou deux encore, puis il est devenu chrétien par, je ne sais plus comment il s'appelle, le converti, là, l'empereur de Rome. Enfin bon, Rome est devenue plus catholique que jamais, et puis elle a répandu, bien sûr, comment dire, la conversion de partout, a commencé par la Gaule, hein, la Gaule anciennement occupée par les Romains. Donc, vous comprenez, quand la plupart des Gaulois ont fui, enfin, beaucoup de Gaulois de Celtes ont fui, ben, le clergé est rentré en Gaule, hein. Ah ouais, il y avait plus grand monde, donc c'était plus facile à les convertir. Ceux qui sont restés en Gaule, après les massacres et puis l'occupation romaine, eh bien, se sont convertis par peur, en fait. Mais qui c'est qui les a convertis? Qui c'est? C'est les Gallo-romains. Pardon, les orientaux gaulois, enfin romains, pardon, les successeurs des apôtres ou leurs représentants. Ici, c'est Denis, hein, Denis, Saint-Denis, comme on l'appelle, Denis l'Aréopagite, qui était un Romain, un Grec plutôt, pardon, un Grec d'origine, mais qui a étudié à Rome et qui est venu ici, à Lutèce, donc dans le royaume des Francs, pour faire les conversions. Il n'y a pas que lui, hein, il y en a eu d'autres, hein. Il y a Irénée, Irénée qui a converti le côté de Lyon, hein, bon. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en fait, si vous voulez, les premiers disciples des apôtres, enfin les disciples, les continuateurs, si vous voulez, de Jean, de Pierre, etc., ben, le continuateur de Pierre, c'était... Ben, il y a déjà Irénée, je vous l'ai dit, mais il y a aussi Denis l'Aréopagite, qui a été envoyé par Pierre pour convertir Lutèce, Paris, etc. Bon, alors on passe l'entente de Clovis avec la chrétienté franc, on va dire. Ça, je n'y crois pas du tout. Bon, ça, j'y crois pas, je passe. Considération sur le pouvoir. Alors, si Clovis meurt,
dans son lit à Paris le 27 novembre 511. Il a avant puis pendant son règne tué de sa main, soit dans des combats, soit hors des combats, ou par des intrigues, plusieurs rois ou fils de rois. Parmi ceux-ci, citons, bon, ben, comme par hasard, source insuffisante, voilà. Bah, qui c'est qui a, voilà. Docteur Augustin de Cabanès. Qui était Augustin de Cabanès, chers amis? Qu'est-ce qu'il était, lui? Oui, il était d'accord, il était médecin, docteur. Ouais, bon. Bon, bref, il était médecin. Bon, passons. Alors, ben voilà. Chilpéric, et voilà, comme ça, sur sa suffisante, bon, ben ouais, ben, l'Inquisition a écarté ce qui gênait, quoi. Hein, vous comprenez? Chilpéric II de Burgondie, prince de Burgonde, donc frère de Gondégisil, Gondémar Ier et Gondébaud, père de Clotilde, l'épouse de Clovis évidemment, égorgé par Gambédo en 486, qui noya sa femme en lui attachant une pierre au cou, décapita ses deux garçons. Oh là là, et condamna ses deux filles à l'exil par suite d'intrigues avec Clovis. Vous voyez, de la bonne entente. Alors, Syriagrus, comme on l'a dit, hein, Syriagrus, il est mort en 488, 486-487, est un roi et un général gallo-romain. Toujours gallo-romain, hein, vous remarquerez. Vous remarquez rien que la, la, la syllabe Syriagius ne peut être que. Enfin, ils ont peut-être romanisé le nom. Hein. Oui, bon. Qui a régné en Gaule, vous voyez, du Nord. Alors peut-être sous César, c'est possible. Il fut défait par Clovis qui annexa son royaume et le mit à mort. Bon, il est dégorgé. Syriagrius, Dux Romanum de Soissons, donc roi de Soissons, en concurrence avec Childéric Ier, est égorgé en secret en 486 sur ordre de Clovis. Ragnarok, non? J'aime pas trop le nom là, c'est quand même étrange. Roi de Cambrai et son frère Riquier en 489 tué d'un coup de hache par Clovis. Waouh! Renomère donc, roi du Mans, tué sur ordre de Clovis aussi. Tout ça pour faire le royaume franc, vous voyez. Car, mais ça c'est la version, on va dire, des jésuites. Hein. Des jésuites ou de l'Inquisition. Roi des Morins. Les Morins sont un des peuples gaulois belges. Ah oui. Et son fils exécuté en 1591 sur ordre de Clovis. Gondégisil, roi de Bourgogne, voilà, égorgé en 500 par Gondebaud, son frère, roi des Burgondes, par suite d'intrigues avec Clovis. La liste des souverains des différents royaumes bourguignons, selon les formes successives du terre. C'est pas mal ça. Godomar II, frère de Gondégisil, Chilpéric II, bon, qui aurait été tué, on n'est même pas sûr, lors du siège de Vienne en 501, Alaric II, roi des Wisigoths, tué en combat singulier par Clovis à la bataille de Vouillé. Voilà, la bataille de Vouillé opposant l'armée des Wisigoths et des Auvergnats au sud face à celle des Francs au nord. S'est déroulé pendant ce bon. Alors, Sigebert, le boiteux, roi des Francs de Cologne, tué volontairement en 507 par son fils Clodéric, lors d'une chasse en forêt de Buconia. C'est où Buconia?
était le nom donné au Moyen-Âge à une forêt située à l'est du Rhin. Bon, par la suite des intrigues avec Clovis. Clodéric, le fils meurtrier de Sigebert le Boiteux, tué également en 507 durant les troubles qui ont suivi la mort de son père sur ordre de Clovis. Bon, tout ça, c'est la version du Vatican, hein, enfin des jésuites. Enfin, les jésuites sont venus, vous allez me dire, mais Raymond, ils ne sont pas venus, ils n'étaient pas au temps de Clovis. Non, mais avec l'Inquisition, ils ont trié tous les ouvrages, brûlé ce qui gênait, et puis réécrit l'histoire, c'est tout. Hein. Ils ont réécrit l'histoire. Celle que vous connaissez, que nous connaissons, et celle dont je vous déroule sous vos yeux, sous vos oreilles. Parce que vous dites, ah oui, c'est ce que j'ai entendu quand j'ai étudié. Par exemple, pour les plus anciens. Ben oui, les plus anciens, on avait déjà l'histoire officielle. Hein. On n'avait pas une histoire dépouillée des mensonges religieux. Hein. Raymond, mais pourquoi tu attaques la religion? Je n'attaque pas la religion en soi, si vous voulez. Les gens ont le droit de croire au christianisme, ils y croient, c'est bien, je respecte. Mais j'aime pas le mensonge historique, c'est tout. Ce qu'ont fait les moines de l'Inquisition, en grande partie, pas tout, hein, mais en grande partie, je le rejette. Absolument, je ne le fais pas bien. Je ne fais pas l'histoire officielle, la mienne. Voilà, moi, je pense que ça ne s'est pas déroulé comme ça. Clovis, en tant que vainqueur pas des Gaulois, mais des troupes germaniques, pour libérer la Gaule, pour faire un royaume franc. Une fois qu'il était vainqueur, il ne s'est pas converti. Le vainqueur ne se convertissait pas, c'est des histoires. Dans l'histoire celte pour les Bretons, pour la langue bretonne, mais les Celtes, quand un chevalier celte gagnait une région, un village ou une ville, il ne se convertissait pas aux coutumes de la ville ou des villages. Vous comprenez ? Il était vainqueur, il imposait en tant que guerrier ses conditions. Vous voulez la vie sauve? Pas de problème. Faites ce que je vous dis et vous aurez la vie sauve. Vous voulez pas? Ben je vous massacre. Puis c'est tout. C'était comme ça que ça se passait, les batailles. Alors bien sûr, le fait de massacrer, on les traitait de sauvages. Et vous croyez que les équipes religieuses de Charlemagne n'étaient pas des sauvages? Sous Louis XIV, même sous Louis XIV, quand il fallait se battre contre les derniers druides, les derniers représentants d'Odin, vous ne croyez pas que les troupes de Louis XIV n'étaient pas sauvages? Et bien sûr que si. Bien sûr que si. Ils ne faisaient pas de quartier. Bon, mais ça, nous y reviendrons quand on parlera de Louis XIV. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Pardon, chers amis, je fais un bruit avec mon verre. Que voulez-vous, hein, je bois à votre santé. Hein. Alors, représentation de Clovis dans l'histoire et l'art. Légende autour de Clovis. Voilà, légende, oui. La légende de l'origine troyenne, vous voyez. Voilà. Ah, je l'ai noté, ça, oui, d'accord. La légende des origines troyennes des Francs est un mythe, voilà, un mythe. Comme si les Grecs n'avaient pas forgé la langue de notre pays. Mais enfin, de notre royaume déjà, pour commencer. Est un mythe de fondation apparu au 7e siècle et couramment utilisé jusqu'à la seconde moitié du 16e siècle. Il fut popularisé par les écrivains et les chroniqueurs de Frédéric à Ronsard. Vous voyez ? Tous ces gens-là, Ronsard y compris, ont été remis en cause par qui? Par l'Inquisition. Voyez-vous? Quand ça gênait Ronsard et d'autres de cette époque gênés l'Inquisition, on supprimait, on brûlait les livres. Voilà, c'est tout, chers amis. Je ne me mets pas en colère, mais bon. Source de la légende, créée sur le modèle de la légende antique de la fondation de Rome. Par les exilés troyens d'Énée. Non, ce n'est pas une légende. La légende de Franck est issue de 2 textes datant de l'époque mérovingienne. Oui, les Mérovingiens défendaient comme les derniers régnants, les derniers dirigeants, Bachar el-Assad et Saddam Hussein, ils défendaient donc
la religion... alors les Mérovingiens n'étaient pas odiniques en soi, ils n'étaient pas de la religion d'Odin, hein, autant vous dire. Ils étaient, je ne sais pas s'ils étaient chrétiens, mais en tout cas, ils respectaient la religion d'Odin. Ils étaient chrétiens, oui, je crois que les rois mérovingiens étaient chrétiens, mais ils acceptaient les autres religions. Alors, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait la religion odinique et puis la religion du judaïsme. Les premiers juifs sont arrivés en Gaule, je crois, dans le IIIe siècle. Alors, je ne sais pas si c'est le IIIe siècle de notre ère ou avant. En tout cas, ils sont venus très tôt, de très bonne heure en Gaule. Enfin, en Gaule. Oui, en Gaule ou dans le royaume franc, on va dire. Alors, autour de 660, l'historia franco-roume de Frédégère, qui c'est Frédégère, on désigne conventionnellement sous le nom de chronique de Frégédère ou pseudo-Frédégère une compilation historiographique constituée en plusieurs étapes dans la Gaule du Haut Moyen-Âge, relevant du genre de la chronique universelle. Ouais, bon. Gesta Regnum, Francorum du jour Ladin. Hein. La migration s'effectue autour d'Aliénor et du jeune Priam. L'évolution de la légende. Il parle que de légende. Oh, bah oui. Bon, revenons en arrière s'il vous plaît. Alors, la légende troyenne des Francs fait descendre Clovis du roi troyen Priam, qui était Priam, voilà, un grec, oui. Ça, je pense pas qu'il était de cette lignée-là, mais enfin bon, par l'intermédiaire de Pharamonde, 428, pardon, et le nom qui fut donné durant le Moyen-Âge et l'Ancien Régime au premier roi des Francs, ancêtre des Mérovingiens. Ah bon? Je croyais que c'était Mérové, l'ancêtre des... Enfin bon. 428, bon, chef plus ou moins mythique. Oui, voilà, vous voyez. Tout est mythique chez les jésuites et comment bon, enfin bref. Une autre légende colportée par l'archevêque. Vous voyez, je vous dis, c'est que des religieux. Vous voyez? Bon, bref. Dans sa Vita Remigii, qui mélange le récit de Grégoire de Tours, vous voyez, ils font un mélange, et une ancienne hagiographie de Rémy. Vous voyez, il faut un mélange pour essayer de noyer le poisson, pour donner une histoire vraisemblable, acceptable, on va dire, tout simplement, parce que le pape est derrière, hein, attention. Le pape ou son représentant légat, il lisait tous les écrits. Hein. Il lisait, ah non, vous corrigez ou vous brûlez. Non, ça c'est pas bon. Donc il mélangeait jusqu'à faire, vous voyez, on met ça dans une cocotte et puis on mélange tout, puis on cuit, on voit si ça passe. Aujourd'hui disparu comme par hasard, assure que lors de son baptême, c'est le Saint-Esprit qui, ayant pris la forme d'une colombe, apporte le Saint-Crème, une huile miraculeuse contenue dans une ampoule. Mon œil, oui. Mon œil. Alors qu'il préside, enfin bon, la cérémonie du couronnement et du sacre de Charles II, le Chauve, en tant que roi de l'Otharingie. Bon, je passe tout ça, chers amis, parce que tout ça, c'est de la légende. C'est pour faire beau, pour faire joli. Vous voyez, la légende, ça sert à ça, hein, tout simplement. Ça fait joli, ça fait bien. Surtout quand on n'a aucune chance de pouvoir trouver des preuves. Parce que forcément, les œuvres impies sont brûlées, que voulez-vous, elles n'existent plus. Ont-elles existé? Ah non. Non, on n'a rien brûlé, nous. Mais non, qu'est-ce que vous dites là? On n'a rien détruit. Voilà, c'est sur le mensonge que les jésuites, et puis comment l'Inquisition a fait régner la terreur. Déjà, hein, on parle de terreur. Hein. Ils brûlaient au bûcher ceux qui remettaient en cause la vérité admise. Donc, vous savez, les bûchers au Moyen-Âge, dans
comment dire, dans le Moyen-Âge, mais il y a un autre terme, enfin bon. Dans le Moyen-Âge, on brûlait les sorciers, les sorcières, parce que justement, ils n'admettaient pas cette version. Ils gardaient la religion d'Odin, même parfois en secret, mais dénoncée par leurs plus proches, parfois, hein, ça arrivait, pour gagner les faveurs de l'Inquisition et du nouveau pouvoir. Donc on les brûlait, et on brûlait leurs œuvres, bien sûr, évidemment. Hein. La manière de soigner, la manière de... Et savez-vous, par exemple, que la chirurgie n'existait pratiquement pas sous la Gaule antique, c'est-à-dire sous la Gaule gallo-gauloise, et non pas gallo-romaine, gallo-gauloise. Les Celtes ne soignaient pas les blessés ou les maladies en ouvrant les corps. Il y avait un certain respect. Donc on les soignait comme on pouvait. Bon, la plupart, je ne dirais pas qu'ils ne mouraient pas, ils mouraient. Mais même avec la chirurgie, je vous rappelle, même aujourd'hui en 2024, il y en a qui meurent encore, même avec la chirurgie. Donc arrêtons de dire que la chirurgie est le progrès, c'est faux, c'est faux. C'est simplement le fait d'opérer en chirurgie, c'est la désacralisation du corps, tout simplement. Et la sacralisation du corps humain n'est pas une sacralisation chrétienne ou religieuse, ou du moins pas de la religion, des trois religions abrahamiques, si vous me permettez cette remarque. À savoir que les trois religions abrahamiques n'ont rien inventé. N'ont absolument rien inventé. Cette chirurgie des Grecs, qui n'ouvrait pas les corps, bon, c'est pas forcément que les moyens manquaient, mais c'est qu'il y avait un respect des corps selon les dieux de l'époque, n'est-ce pas? Les dieux des Grecs, je parle. Hein. Je ne parle pas ici du dieu Odin de la religion gauloise, celte. Voilà un petit peu. Alors l'héraldique, bon, la vie de Clovis est antérieure à l'apparition de l'héraldique, comme par hasard. Voilà. La naissance des armoiries et l'invention dans l'Occident médiéval du système emblématique s'appuyant sur le blason qui est décrit et étudié par l'héraldique. D'accord, bon. Mais sa notoriété lui a valu l'attribution d'armes qui, du fait de l'anachronisme, relèvent des armoiries imaginaires. Bon, d'accord, toujours imagination, la légende. Il y a peu de sérieux dans cette chronologie. Hein. Enfin, poursuivant cette légende autour de l'armorial de la table ronde, vers 1490, invente pour le chevalier gaulois Pharamond, voilà Pharamond, issu de la légende arthurienne. Alors je vois pas le rapport entre la légende arthurienne et les Mérovingiens. Je vois pas le rapport. Je vous l'ai dit, les Mérovingiens sont nés de l'homme, de la famille de Mérové. D'accord? Nous allons bientôt y venir. Mais les Arthuriens, c'est une légende, ou du moins une histoire, avant les Mérovingiens. Avant. Je ne vois pas le rapport entre Mérové et les Arthuriens. Enfin, bon, qui porte les couleurs de sable à 3 crapauds d'or. Ah bon, c'est pas mal ça. Armorial de la table ronde, lire en... D'accord. Ancêtre... Bon, et donc de Clovis est probablement imaginaire. Ouais, bon. Et probablement, ils savent même pas. Vous voyez, c'est ça les religieux. Comme ils ne savent pas quoi dire sur les véritables auteurs, parce qu'il y en a eu, comme Ronsard, comme je vous l'ai dit, hein. Puis il n'y a pas que Ronsard, bon, il y en a eu d'autres. Hein. Mais comme ils les ont écartés parce que c'est des gens qui avaient des propos païens, enfin, entre guillemets païens, donc il ne fallait pas les introduire dans la chronologie des rois, ou de l'histoire des rois, comprenez? Ça va pas. Ça ne va pas avec les découvertes faites par les religieux. Enfin bon. Il est logique qu'il arbore les mêmes armes que son descendant direct. Bon.
Blason de Pharamond, selon l'armorial de la table ronde, voilà avec trois crapauds, on l'a dit. Hein. Blason de Clovis, pardon, lors de la guerre contre Gondebaud, histoire du fort roi, Clovis, tapisserie du XVe siècle, palais du Tau, voilà. À quoi ça ressemble cette armoirie là? Ouais, c'est crapauds, pardon, excusez-moi. Non, je ne sais pas sourd. Clovis portant un vêtement orné de crapauds, d'accord. Bon, déjà le fait qu'il y ait trois crapauds, pardon. Est-ce que vous pensez que c'est chrétien? Pas vraiment. Pas vraiment, vous voyez. Sur les blasons, les armoiries, il devrait y avoir des symboles plutôt religieux. Vous ne croyez pas? Chers amis, qu'en pensez-vous? Faites-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Clovis tenant sa bannière dans une gravure anglaise, Jacob van Verden, Lium Franco, on va voir à quoi ça ressemble, vous voyez. Les trois crapauds, pardon, vous voyez. Donc ça ne ressemble en rien à des symboles religieux chrétiens. D'ailleurs, même judaïques, hein, au passage. Mais bon, Clovis n'était pas d'origine juive, donc la question ne se pose pas. Mais était-il converti? Moi je réponds non. Vous faites votre propre opinion, chers amis. Moi, je pense que non. L'armorial français montre Clovis arborant les fleurs de lys, d'accord, symbole. Alors, les fleurs de lys, ça n'a pas été trouvé sous Clovis, contrairement à ce qu'on raconte. Sous Clovis, ça n'existait pas non plus, je crois. Là, je ne suis pas très sûr, mais je crois que ça n'existait pas. Symbole de pureté, virginale, d'accord, représenté par la Vierge Marie. Non, alors ça n'existait pas. Voilà, je confirme. Les fleurs de lys n'ont été en fait, vous les trouvez que sous le drapeau. Alors, c'est du temps de Denis l'Aréopagite, pardon, et pas l'Aréopagite, l'Aréopagite, je crois. Hein. Donc, sous les rois, avant les Carolingiens, je crois, si je ne me trompe pas, à moins que je fasse erreur, si quelqu'un peut me reprendre, qui m'apporte sa contribution, ce serait toujours intéressant. Mais la fleur de lys, il me semble, n'apparaît que sous le drapeau bleu. Donc le drapeau bleu, c'est plus les Mérovingiens, c'était peut-être les Carolingiens et puis leurs successeurs, je ne sais plus. Vous voyez? Non, ça c'est pas du tout Clovis. Enfin, passons. L'armorial français montre Clovis arborant les fleurs de lys, symbole de la pureté virginale, représenté par la Vierge Marie au XIVe siècle, ah bon, mais dont l'origine pourrait remonter au XIIe siècle, ah bon, comme par hasard. Un ange aurait remis à un ermite, comme par hasard, de la forêt de Marly, en Île-de-France, hein, pour ceux qui connaissent un peu Paris et les environs, vivant aux environs d'une tour nommée Montjoie, un bouclier où figurant trois fleurs de lys, en référence à la Sainte Trinité. Ah bon? Je croyais que la Sainte Trinité n'était admise qu'au IVe siècle sous Jérôme. Enfin bon, passons. C'est curieux. Vous voyez un petit peu comment dire, cette réécriture de l'histoire, quoi. L'ermite l'aurait remis à Clotilde pour que celle-ci le donne au roi afin qu'il s'en serve durant la bataille de Tolbiac. Ah oui, c'est là que Clotilde lui aurait dit Clovis, enfin je ne sais pas comment il l'appelait, mon chéri, je sais pas, enfin bon. Si tu te convertis, tu auras la victoire. Bien sûr, à la place de ces armes ornées de trois crapauds. Voilà, les trois crapauds, c'était l'ornement, voilà, le crapaud dans l'imaginaire. La tradition est un sujet dont la symbolique remonte à la préhistoire, animal ressenti comme étrange, vivant dans la terre. Non, mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. C'était les symboles de la religion d'Odin. Chers amis, c'est tout. Voilà, vous voyez, à la place de ces armes ornées des trois crapauds, l'ange ayant assuré à l'ermite que le bouclier assure la victoire,
Lorsque Clovis se bat contre son ennemi et le tue près de la tour Montjoie, celui-ci confesse la Trinité et fonde l'abbaye de Jouyenval, c'est ça? Qui accueille alors le bouclier comme relique. Voilà. Commémoration 1715, Antonio Caldara, pardon. Voilà. Est un chanteur, violoncelliste et compositeur italien de musique baroque de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe. Bon, donc en 1896, Charles Gounod, pardon. En 1715, Antonio Caldara compose un oratorio, la conversion de Clovis, roi de France, des Francs, idiot, et pas de France. 1896, Charles Gounod, messe de Clovis pour basse solo, chœur mixte à 4 voix, 2 orgues, trompettes et trombones. Œuvre composée pour le 14e centenaire du baptême de Clovis. Ouais, enfin bon. En 1896, bon, les célébrations ont été organisées. Bon, le cardinal archevêque de Reims, Benoît, l'ingénieux. Ouais, bon. Voilà. Voilà les représentations du baptême. Bon, mais ça, vous le connaissiez. Voilà le vitrail. Un vitrail médiéval, voilà. Et le dernier, le médaillon, vue d'artiste de Clovis sur une médaille moderne, Paris BNF vers 1720. Alors, on va essayer de dépouiller les symboles. Regardez la couronne, regardez bien la couronne. Regardons bien s'il y a des symboles. Je n'en vois pas. Là, c'est pas un symbole chrétien, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas ce que c'est, mais roi de France, non, il n'était pas roi de France, il était roi des Francs. Enfin bon. Alors bibliothèque, bon, ça c'est les sources. Voilà, chers amis, donc j'ai terminé avec Clovis. Je reviens ici, hop, voilà. Pardon, chers amis, je traîne mes lunettes pour mieux voir, enfin, parce que la lumière me fait un tout petit peu mal aux yeux. Voilà. Voilà, chers amis, nous nous retrouvons sur la page d'accueil, enfin sur l'accueil de la vidéo, de chaque vidéo d'ailleurs que je fais et que je ferai à l'avenir. J'espère que ça vous a plu, que vous avez, ma foi, appris quelques petites pépites, quelques petites choses. Enfin, j'ai pas fait vraiment un travail, je fais pas un travail d'historien parce que je ne suis pas historien, j'ai pas les compétences d'un historien. Pour ce qui est la religion de Clovis. Allez voir sur Pagan TV, bon, Pagan TV, Oleg de Normandie, mais je me suis séparé de la chaîne parce que il a changé. Bon, je sais pas, il a peut-être subi des pressions, des menaces, je n'en sais rien. En tout cas, non, il a changé. Mais allez voir ses écrits sur Esprit Viking. Allez voir ses écrits s'ils y restent, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour il va faire peut-être une épuration, j'en sais rien. S'ils existent encore, allez voir, il y a des pépites intéressantes. Même encore à l'heure actuelle, mais d'ailleurs je vais vérifier après cette vidéo, je vais voir. En tout cas, allez voir son travail. Sinon, cherchez des historiens. Il y a un certain Bompard, alors Bompard, je crois, je ne sais pas si c'est Jacques Bompard ou un historien qui lui fait un travail différent des religieux, chrétiens, on va dire qui remet en cause l'Inquisition, enfin qui remet en cause, oui, qui parle vraiment de l'histoire telle qu'elle s'est vraiment déroulée sous la Gaule antique et non pas sous la Gaule gallo-romaine, comme vous le lisez sur Wikipédia, parce que, vous comprenez, c'est tenu par des religieux, hein. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand ce n'est pas neutre, fait par des civils, des historiens
formés au-delà des religions, même s'ils sont chrétiens ou peut-être dans le judaïsme ou dans l'islam, dans le Coran, dans l'islam, pardon. C'est pas que ça me gêne, mais à partir du moment où où il y a une religion, en général, le religieux parle. Il s'exprime à travers les pensées, à travers la vision que l'on se fait du monde, de l'histoire bien sûr hein, aussi. Et c'est pour ça que nous sommes encore, pour l'instant, dominés dans l'enseignement de haut niveau par qui? Par les jésuites, hein, par les chrétiens, l'Église. Voilà. Il faut s'en séparer pour vraiment avoir une vision plus juste, ni anti-religieuse, ni pro-religieuse, voyez-vous. Il faut qu'un historien digne de ce nom parle d'une manière réelle, telle qu'il voit les artefacts et les documents de l'époque, et non pas dans l'imaginaire, ou alors dans une volonté dictée par quelqu'un au-dessus, à Rome par exemple, vous voyez. Non, il faut avoir une idée objective et non pas subjective seulement, voyez-vous. Il ne faut pas que le sujet soit soumis à un autre sujet supérieur. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse libre de commenter, de faire ce que vous devez faire. Alors, je vous souhaite un bon début de semaine parce que vous verrez cette vidéo, que lundi prochain. Donc, nous serons le 23 quand vous verrez cette vidéo. Je vous souhaite un bon début de semaine, une bonne entente avec vos collègues de travail, à votre bureau, sur les lieux de travail. Hein. D'être heureux en famille, d'être heureux avec vos amis, de vivre en paix, dans la concorde, dans l'empathie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.